Depuis le début de ce message, nous avons eu droit à beaucoup de révélations de la part du Dr Vegapunk. Mais hélas, le message vient de prendre fin et les dernières paroles de Vegapunk étaient « Parmi vous, il y a ». Le message a été coupé en plein milieu d'une révélation qu'il allait faire concernant les membres du clan des Dee. Qu'est-ce qu'il voulait dire sur les personnes portant le Dee dans leur nom? Peut-être une vérité choquante? On en saura plus en temps voulu. Yo les pros, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du chapitre 1117 de One Piece. Juste avant de commencer, je vous donne toujours cette petite recette des mamans. Donc abonnez-vous à la chaîne si vous aimez ce que je fais. Likez si la vidéo vous plaît. Alors je ne vais pas passer par 4 schémas. Il est temps d'entrer dans le vif du sujet. Les gars, pour bien naviguer dans cette vidéo, vous pouvez voir que j'ai créé des chapitres. Et il y a 3 principaux chapitres dans lesquels on aura affaire à des sous-chapitres. Je cesse donc de bavarder, vous comprendrez plus avec les textes présents dans la vidéo. On va commencer cette review avec la page de couverture mettant en scène Yamato qui rend visite à Hyogoro et Nekomamushi. Le pèlerinage de Yamato touche bientôt à sa fin. Elle qui veut devenir comme Oden, je pense qu'après cette mini-histoire, elle soit celle qui deviendra le dernier membre de l'équipage au chapeau de paille. Oden avait jadis quitté Wano Kuni en embarquant sur les Moby Dick, navire du très célèbre Barbe Blanche. Mais par la suite, il a rejoint l'équipage du roi des pirates et ensemble, ils sont arrivés à Laugh Tale. Donc vous voyez qu'Oden avait rejoint l'équipage de Roger qui est devenu par la suite roi des pirates. Alors il est fort probable que Oden 10.0, à savoir Yamato, embarque sur le Thousand Sunny à la fin de son pèlerinage. Alors elle serait devenue Kozuki Oden comme elle a toujours voulu l'être. Dans ces chapitres, on peut voir des personnages qui datent comme Don Krieg et Gin, mais aussi Mont Blanc Cricket et ses 2 acolytes singes. Beaucoup se posent la question sur l'emplacement du One Piece, comme quoi il se trouvait sous la mer au fin fond de l'océan, à 200 mètres de profondeur. Le One Piece est dit au début de l'œuvre comme étant le trésor laissé par Gold Roger, le roi des pirates. Ces dernières paroles incitèrent des gens du monde entier à s'aventurer en mer, marquant ainsi l'âge d'or de la piraterie. Dans l'équipage de Roger, il n'y avait aucun utilisateur du fruit du démon, des gens portant une malédiction de ne jamais pouvoir nager. À son arrivée sur Laugh Tale, Roger ainsi que tout son équipage se sont mis à rire aux éclats. On ne sait pas comment ils sont arrivés là-bas, alors je viens à me poser cette question. Pourquoi il n'y a pas d'utilisateur du fruit du démon dans l'équipage de Roger? Aucun utilisateur du fruit du démon ne peut nager, alors je viens à me demander que peut-être le One Piece se trouve dans les profondeurs. Cela expliquerait plein de choses. Donc à leur arrivée sur Laugh Tale, Roger et son équipage se sont mis à rire aux éclats. Les bros, je vous pose une question. Qui dans One Piece a les rires même associés à son nom? Eh bien c'est Joy Boy. Alors à leur arrivée sur Laugh Tale, ils ont sûrement découvert l'histoire de Joy Boy et du siècle oublié, provoquant ainsi leur fou rire, les amenant même à baptiser cette île Laugh Tale, le conte du rire. Comme l'a si bien mentionné Eiichiro Oda, le One Piece est physique. Alors ce n'est pas comme du saké ou autre chose, la joie, etc. mais quelque chose de bien matériel. Alors peut-être que le One Piece n'est autre que l'ancien royaume. Comme l'a si bien dit Vegapunk, l'ancien monde fut englouti et ses ruines se trouvent actuellement à 200 mètres de profondeur. Il y a dans ce monde des personnes liées directement ou indirectement à Joy Boy, comme Luffy ou Momonosuke, sans oublier Roger et Oden. Eh bien, ces 4 personnes ont tous un point en commun. Ils peuvent entendre la voix de toutes choses. Avant qu'Oden ou Momonosuke n'entendent cette mystérieuse voix, les seuls qui l'entendaient étaient Luffy et Roger, et ils portent le Dee dans leur nom. Ce qui me pousse à penser que les Kozuki font très certainement partie du clan des Dee. Poséidon est lié à la mer, tout le monde le sait. Et on sait que les armes antiques étaient tous du côté de Joy Boy. Et aujourd'hui, Poséidon, à savoir la princesse sirène Shirahoshi, est du côté de Luffy. Si la théorie que j'ai faite sur Franky dans mon avant-dernière vidéo se réalise, alors Pluton aussi sera du côté de Joy Boy, à savoir Luffy. Donc le One Piece serait englouti sous la mer et je pense que c'est l'ancien royaume. Alors toute l'histoire de ce royaume nous sera dévoilée quand Luffy va trouver le One Piece. Et s'il le trouve, cela voudrait dire que Red Line a été détruit. Alors les ruines de l'ancien monde feront surface, révélant au monde le siècle oublié. Roger avait dit qu'ils étaient arrivés trop tôt, donc l'ère actuelle est l'ère qu'attendait Joy Boy. Une guerre à échelle planétaire est sur le point de débuter.
Et c'est seulement après cette guerre que toute la vérité nous sera révélée. Et c'est seulement là que Luffy deviendra roi des pirates. Le dernier Rod Poneglyph nous a jamais été montré par Eiichiro Oda, ce qui me pousse à penser que quelqu'un de très important l'a en sa possession. Je fais bien sûr allusion à Scopper Gaban, l'un des membres de l'équipage de Roger. Donc en dépit de ceci, voici le rôle que 3 des membres de l'équipage de Roger doivent ou à jouer pour permettre à celui qui Joy Boy attendait de révéler au grand jour le secret de ce monde en trouvant le One Piece. Je parle bien sûr de Monkey D. Luffy. Alors Shanks est celui qui a donné à Luffy l'héritage de Roger et de Joy Boy, à savoir le chapeau de paille. Et indirectement, il est celui grâce à qui Luffy a pu manger le fruit du Gum Gum de son vrai nom, de Ito Itonomi modèle Nika, faisant de lui le nouveau Joy Boy. Sylvester Riley est celui qui était chargé de guider le nouveau Joy Boy. Et quant à Scopper Gaban, il est celui à qui incombe la responsabilité de faire connaître au nouveau Joy Boy l'histoire en lui remettant le dernier Rod Poneglyph permettant de connaître l'emplacement exact du One Piece. À l'hôpital de la marine, on peut apercevoir les membres du SWORD en train de se reposer après les récents événements qui se sont déroulés sur la rue. X-Drake est revenu de Wano Kuni et il est aussi au repos. L'équipe de Nami et Usopp ont désormais le champ libre pour rejoindre la mer à coup de burst. Mais Sank et Tambaron Venus Zoro les avaient dans le collimateur. Alors qu'il s'apprêtait à les attaquer, Zoro bloqua son attaque avec une nouvelle technique du Nitoryu, les Rashomon. Mais bro, on le sait tous, Oda est le roi du foreshadowing et des petits indices qui répondent toujours à des questions. Alors je ne sais pas si vous l'avez remarqué durant votre lecture, mais le protègement de l'épée de Nasjuro et ben ça a changé. Au départ ça ressemblait à ça et maintenant c'est devenu comme ça. Encore une fois, il y a une théorie dans mon avant-dernière vidéo qui dit que l'épée de Venasjuro est le Shodai Kitetsu. Donc peut-être que le Shodai Kitetsu est une lame pouvant changer de forme, une caractéristique lui rendant ainsi spécial. Ou c'est tout bien et simplement une erreur de la part d'Eiichiro Oda. Mais les gars, il est très difficile pour Oda de faire ce genre d'erreurs frappantes. Donc il y a forcément une explication derrière cette scène. Se pourrait-il qu'il veut nous introduire le Shodai Kitetsu? On en découvrira plus en temps voulu. Venasjuro semble bien connaître les Kitetsu et il est le seul parmi les autres doyens à avoir 2 transformations. Tantôt il est tout cheval, tantôt il est mi-homme, mi-cheval, tandis que les autres conservent leur apparence répugnante. Il est le seul parmi tous à être associé à Wano Kuni par le biais d'innombrables théories et il semble être familiarisé avec les Kitetsu qui sont des sabres du pays des Wa. Donc peut-être que Venasjuro est un traître parmi les doyens. Bah oui, lorsque les autres doyens étaient tous occupés à chercher la source du signal du message de Vegapunk, il était le seul qui galopait le long d'Egghead à stopper les pacifistas. Et lorsque York les a montré où se trouvait la source du message, les doyens se sont tous rendus là-bas sauf lui. Donc peut-être qu'il est réellement un traître au sein même de la plus haute instance du gouvernement mondial. Il n'est pas évident que ce combat s'éternise, même si tout porte à croire qu'il va y avoir une séparation des Mugiwara, mais ce scénario laisse à désirer. Et je pense pas non plus que c'est le moment pour ce combat, vu que Egghead n'est pas comme Onigashima ou Whole Cake, c'est plus un arc plein de révélations. Donc faut pas s'imaginer des combats à la Kaido ou Zoro vs King Masterclass. Egghead touche bientôt à sa fin. S'il le veut, Oda pourrait le clôturer d'ici des chapitres. J'aimerais revenir sur la partie concernant Venasjuro. On va plus s'intéresser à la planète à laquelle il est associé. Je parle bien sûr de Vénus. Vénus a une période de rotation de 243 jours terrestres. Il lui faut plus de temps pour tourner autour de son axe que toute autre planète du système solaire. Vénus possède une rotation rétrograde et tourne dans le sens opposé à celui des autres planètes. Le soleil s'y lève à l'ouest et se couche à l'est. Cette planète est bien trop différente des autres. Peut-être qu'Oda a pris tout ceci en compte pour faire de Venasjuro le traître parmi les autres doyens. C'est la planète à laquelle est accordé le titre de planète sœur à la Terre. Et si on devait voir ça dans le sens du One Piece, Venasjuro serait le plus proche des hommes, vu que les autres Gorosei se prennent pour les deux. La création du Red Line en est la preuve irréfutable. La fuite d'Egghead se prépare et tout le monde semble n'attendre que Luffy. Donc Sanji et Atlas le cherchent. Parmi toute cette fumée, il était presque impossible de voir quelqu'un. Mais soudain, une voix perçante retentit jusqu'aux oreilles de Sanji et d'Atlas. Ça ne fait aucun doute, c'est bel et bien Luffy qui les dit de se préparer à partir. Wamokashi et les autres géants préparent les navires. Les marines sont bien décidées à les arrêter, mais la taille et la puissance écrasante des géants les font reculer.
C'est alors que Bluegrass fit un trou dans la coque du navire et la vice-amiral Doyle colla un punch de malade à Kashi qu'il prit des plans fous. C'est alors que Luffy se demande où était passé Saint Topman Mercury avant d'être interrompu par Dory et Brogy qui disaient de s'en aller. Mercure, Jupiter, Saturne et Marcus Mars font désormais face au géant de fer. Il reconnut immédiatement le géant et il s'avère que c'était le même qui avait attaqué Marie-Joise. Après, se poursuit le message de Vegapunk qui disait avoir un dernier message pour ceux qui portent le D dans leur nom. Et quand il dit ces phrases, parmi vous il y a, la diffusion du message fut soudainement coupée. On peut voir par la suite Monkey D. Dragon, Sabo, Kobe, sans quand même oublier Marshall D. Teach, etc. Et sur la dernière planche du chapitre, on peut voir que Mercure a mis les géants de fer à terre. Du côté de Vivi et Morgan, ils semblaient vraiment être intéressés par ce qu'allait raconter Vegapunk, vu que je vous le rappelle, Vivi était directement concernée puisqu'elle fait partie du clan des D. Ces chapitres prit alors fin avec le soulagement de York. Le message de Vegapunk a été coupé lorsqu'il allait adresser aux personnes porteurs de la lettre D un message. Il allait très certainement faire une révélation importante sur les D, mais cet enfoiré d'Oda a tout gâché en le coupant en plein milieu de son message. Donc il nous a laissé deux gros énigmes. D'abord le titre même du chapitre et les révélations que Vegapunk allait faire sur les D. Mot, c'est le début d'un mot inconnu qui peut être sujet de milliers de théories, alors qu'on a très peu d'infos sur le sujet, car ça veut dire beaucoup de choses, mot. Est-ce vraiment la fin du message de Vegapunk? Je dois bien avouer faire partie de ceux qui espèrent encore au prolongement du message de Vegapunk. Et je pense que là maintenant ce message ne doit pas s'arrêter, puisque One Piece entre peu à peu dans sa phase finale. Donc il nous les faut ces révélations. Est-ce vraiment la fin, comme le laisse paraître ce chapitre avec la facilité déconcertante à laquelle le géant de fer a été mis à terre? Est-ce vraiment la fin? Bah je pense pas. Je crois que le géant de fer n'a pas dit ses derniers mots. C'est quand même celui qui a mis Marie-Joise à feu et à sang il y a 200 ans. Et comme le montre le Gorosei, ils ont bien reconnu ce géant de fer. À l'époque, il devait vraiment les nuire puisque ce robot géant antique connaissait Joy Boy. Alors il est difficile de croire que c'est la fin. Maintenant les gars, on va s'intéresser au D et à ce que Vegapunk voulait dire avant d'être brusquement interrompu. Est-ce que ce passage a-t-il un lien avec le siècle oublié? Eh bien je pense que oui. Oda prépare très intelligemment la guerre finale contre le gouvernement mondial et il affirme ceci. Si vous avez aimé Marineford, la guerre contre le gouvernement mondial serait d'un tout autre niveau. Il révèle peu à peu les atouts des deux camps comme on a pu le voir récemment avec l'éveil de Luffy et la création des Mother Femmes qui semblent alimenter l'arme antique Uranus. L'armée révolutionnaire n'a jamais été aussi activiste qu'à ce point. Et il y a la libération de Wano Kuni, raison qui me pousse à penser que cette guerre est préparée par Oda depuis des années maintenant. Parmi les principaux personnages de cette guerre, il y a trop de D présents, raison me poussant à penser que la volonté du D c'est peut-être la volonté de Joy Boy. Mais vous me direz que c'est insensé puisqu'il y a Barbe Noire. Attendez, j'arrive. Est-ce que la volonté de Joy Boy ne serait pas de vaincre le gouvernement mondial? Alors les membres du clan des D sont eux-mêmes les ennemis des dieux, donc des hymnes du Gorosei du gouvernement mondial tout entier. Cela expliquerait pourquoi les Nefertari ont décidé de rester sur Terre. Parce qu'ils étaient eux-mêmes du côté de Joy Boy. Limusama a cherché par tous les moyens à faire disparaître Joy Boy de l'histoire, mais en vain. Tant que les tambours de la libération gronderont, il ne disparaîtra jamais, car si on dit Nika, on dit Joy Boy. Je ne suis pas en train de dire que Nika et Joy Boy sont la même personne, mais je pense que Joy Boy, en ayant mangé les Ito-Itonomi modèle Nika, il a hérité des pouvoirs de cette divinité solaire. Les Gorosei eux-mêmes le disent, jamais ils n'ont réussi à mettre la main sur ces fruits qui transportent la volonté de Joy Boy et Nika. Donc cela répond à la question, pourquoi Luffy a mangé ces fruits du démon précis? Et on peut voir que le rôle de Shanks était très important, car c'est grâce à lui que Luffy a pu manger ces fruits. Je vous le rappelle, c'est un des membres de l'équipage de Shanks, à savoir Lucky Roux, qui a volé ces fruits du démon. Pourquoi après toutes ces années, c'est maintenant que Shanks prend l'initiative d'aller à la recherche du One Piece? Eh bien, comme j'ai l'habitude de le dire, Oda ne laisse rien au hasard. Sur la prime de Shanks, il regarde toujours vers le côté. Et dans le langage corporel, regarder sur le côté veut dire que la personne cache quelque chose. Si elle regarde sur sa droite, ça veut dire que la personne cache bel et bien quelque chose, mais elle ment. Alors que regarder vers sa gauche, c'est bien de cacher quelque chose, mais de ne pas mentir. Alors qu'est-ce que Shanks nous cache? C'est difficile à savoir tant ce personnage est énigmatique.
mais je pense que ça a un lien avec ce que Roger lui a dit avant de quitter Loro Jackson. En revenant à Joy Boy, peut-être que Shanks a vu en Luffy cet être que Roger attendait et a donc décidé de lui donner son chapeau de paille qui je pense est l'héritage de Joy Boy. Vous voyez bien que Imu n'a pas totalement vaincu Joy Boy car même après 800 ans, Joy Boy continue de vivre et par là on entend bien Nika. Tous les espoirs de Joy Boy résident désormais en Luffy et comme Nika libérait les peuples en leur donnant le sourire aux lèvres, partout où il est passé, Luffy a sauvé d'innombrables royaumes, les redonnant ainsi les sourires aux lèvres. Bon, que voulait dire Vegapunk dans ses derniers mots? Les gars, ce n'est qu'une théorie, mais je pense qu'il voulait dire parmi les 10, il y a un traître. De tous les 10 qu'Oda nous a montré depuis le début de One Piece, seul Marshall D. Teach est directement en conflit avec Luffy, donc Joy Boy. Il se peut que ces parallèles existent depuis l'époque de Joy Boy. Les membres du clan des 10 sont tous donc originaires de l'ancien royaume. Donc ma théorie sur la trahison d'Andy serait une histoire datant de l'ère du premier pirate au monde. Et peut-être que ces traîtres faisaient partie de la famille des Marshall D. Donc la trahison serait génétique dans leur famille, vu que Teach a trahi Barbe Blanche qui l'avait accueilli chaleureusement dans son équipage. Et parmi tous les 10 dans One Piece, il est le seul à être différent de la norme. D'abord, il ne peut pas dormir et il est le seul homme de l'histoire à posséder 2 pouvoirs démoniaques, 2 fruits du démon. Et c'est la fin de cette review. Non mais quel chapitre, je devais en parler là, c'était forcé. Les pros, je sais pas si vous pouvez imaginer à quel point ce chapitre m'a plu. Franchement, j'en sais rien. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires à quel point vous avez aimé le chapitre sur une échelle de 1 à 10. J'en profite pour vous dire que l'aventure Twitter et Instagram continue les pros. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. On se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos. Sur ce, à la prochaine.